Bonjour à tous, alors comme d'habitude avant d'entamer la chronique, un petit prologue qui n'a absolument rien à voir, je ne vais plus souvent sur Paris, là j'y suis allé avec mon pote Arthur et évidemment comme souvent je fais une petite razzia, là c'était surtout chez Gibert où j'ai acheté plein de DVD d'occasion. Donc par exemple je l'ai trouvé à 3 €, alors j'ai les deux premiers en Blu-ray que j'aime beaucoup, celui-là j'ai pas grand chose comme souvenir, il était à 3 balles donc on n'hésite pas, surtout que c'est un vieux DVD Warner avec le boîtier en carton, donc comme je vous l'avais déjà dit, il est probable que dans les jours, peut-être les semaines qui viennent, je ferai une petite vidéo sur ma collection et on y reviendra sur les boîtiers Warner parce que j'y suis attaché et pourtant c'était vraiment un format qui était très décrié à l'époque. Arthur m'a offert celui-là qui est un de ses films préférés, Les dieux sont tombés sur la tête. Je crois que je l'ai jamais vu le film et je vais sans doute le regarder ce week-end avec mon fils. Sinon, eh bien on a du Richard Fleischer, qui est un de mes réalisateurs favoris. Donc Richard Fleischer, voilà, très très grand cinéaste hollywoodien, qui n'a pas eu pendant un long moment en fait la consécration qu'il méritait. Donc là, alors c'est encore un DVD parce que le Blu-ray se revend extrêmement cher maintenant. Donc L'étrangleur de Boston, hein, qui est un de ses plus fameux, en tout cas il a excellente réputation. Je ne l'ai pas vu non plus, donc ça va être une belle découverte. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant. Bon, il s'avère que Jean Gabin est un de mes acteurs favoris. C'est vraiment, j'ai une très très grande passion pour cet acteur. Donc on a Les Vieux de la Vieille, qui est réalisé par Gilles Grangier. Voilà, donc le fameux Gilles Grangier, qui a fait pas mal de films avec Gabin et des films très fameux, dont Gasoil, qui est un film que je crois que j'ai déjà cité plusieurs fois sur cette chaîne. On a du western, donc qui est un de mes genres favoris, comme vous le savez. L'homme des vallées perdues, Shane, réalisé par... alors je vois que le scénario est de A.B. Guthrie, donc je viens de le découvrir, ce qui est une très belle découverte. Guthrie, c'est un écrivain qui a écrit sans doute une de mes fresques littéraires favorites, qui est La captive aux yeux. Alors c'est The Big Sky en anglais, ça a été adapté par Howard Hawks pour un premier film qui s'appelle La captive aux yeux clairs, et en fait La captive aux yeux clairs c'est vraiment une toute petite partie de cette grande fresque du Montana. C'est juste fabuleux, c'est épique, c'est tragique, c'est violent, c'est bouleversant. Donc il y a La route du retour, que j'ai acheté aussi pendant cette petite visite à Paris. Et puis L'homme des vallées perdues, c'est un western vraiment séminal dans le cinéma américain. Il est extrêmement cité, c'est pour ça qu'il serait peut-être temps que je le découvre. On voit un extrait d'ailleurs dans Logan de James Mangold, qui est un très grand fan de western. On sait qu'il a fait un remake de 3h10 pour Yuma. On reste toujours dans le western avec la série Deadwood, qui était vraiment pas chère, hein. La saison 1, je l'ai trouvé à 5 €. Donc j'avais déjà vu les deux premières saisons, j'avais beaucoup aimé. Alors là, on est dans un cadre vraiment plus télévisuel, hein, même si c'est assez appliqué, hein. Le premier épisode est réalisé par Walter Hill. Donc là, je vais pouvoir me taper l'intégrale. J'ai pas encore le téléfilm qui a été fait tardivement, plus de 10 ans après, mais il est trouvable sur le net. Ça, c'est une vraie curiosité, hein. On n'est pas tellement loin finalement du western, avec le coffret Kenji Mizumi, La lame à l'œil, avec 4 films qui appartiennent au genre du Shambara. Je crois que j'ai déjà vu son premier Zatoichi, vous savez, le fameux masseur aveugle, mais sinon Tué de 62, Le sabre 64, La lame diabolique 65, je l'ai pas vu. C'est un coffret qui était plutôt abordable, hein, à 30 €, et je crains que dans les mois, allez, on va dire d'ici 2-3 ans, ce soit des coffrets qui coûtent ensuite 90 balles, 100 balles, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer, et si vraiment ça me plaît pas, je le revendrai. Et enfin, donc, vous connaissez sans doute mon appétence pour Georges Simenon et en particulier Maigret. Après tout, la première vidéo consacrée à la playlist cinéma de ma chaîne était consacrée à Maigret temps à piège de Jean Delannoy avec Jean Gabin. Et là, j'ai trouvé un film, une vraie curiosité. J'en entends pas grand chose, mais je crois qu'on peut dire, j'ai envie de me faire un full set Maigret. Donc, Maigret à Pigalle. C'est avec Gino Cervi, c'est un film italien, c'est un Maigret totalement italien. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière où Maigret
est adapté dans un pays totalement étranger. Par exemple, on a évidemment L'Homme de la Tour Eiffel avec Charles Laughton dans le rôle de Maigret, et plus récemment on avait Mr Bean, Rowan Atkinson qui avait campé le commissaire. Il était bien d'ailleurs, je le trouvais qu'il était assez convaincant. Maintenant, moi ce qui m'intéresse surtout dans les Maigrets, c'est évidemment l'atmosphère, la place de la ville, du décor, et dans les téléfilms avec Rowan Atkinson, c'est tourné dans les pays de l'Est et on a un Paris auquel je crois très très moyennement. Voilà, bon, c'est une intro qui n'a absolument rien à voir avec le reste, et c'est parti. Has Agent Mulder been silenced for good, then the truth is what the government will do to hide it. They'll kill you one of two ways. Experience the most startling television event of the year. Don't think I won't do it. The X-Files. Alors, on attaque la saison 3 avec les épisodes 1 et 2. Le premier, c'est Les Chemins de la Bénédiction. Premier épisode donc de cette saison qui est écrit par Chris Carter et c'est réalisé par R.W. Goodwin, qui était déjà derrière Anasazi, qui concluait la saison 2. Et on enchaîne avec Opération Presse-Papier, toujours écrit par Chris Carter, sauf que cette fois, c'est réalisé par Rob Bowman. J'ai envie de dire que, comme pour la colonie, que, si vous vous souvenez, c'était le diptyque en cours de la saison 2, où le dernier segment était aussi signé Bowman, là, pareil, on voit une très très nette différence dans la forme entre le premier épisode et le second, qui est réalisé par Rob Bowman. C'était visible à l'époque, mais avec les années, je revois considérablement à la hausse, en fait, ce qui semble caractérisé pour moi un grand formaliste qui est Rob Bowman. Il a certes pas eu la carrière cinématographique d'un Tony Scott, qui est aussi un autre grand formaliste, mais dont on pouvait aussi dégager certaines thématiques. Ce qui n'est pas le cas chez Bowman. Tony Scott, il avait la capacité d'exacerber les stimuli pour des films qui étaient souvent passionnants, surtout à partir des années 2000. Alors il y avait aussi quelques grands films dans les années 90, True Romance évidemment, j'aime beaucoup Le Dernier Samaritain. Rob Bowman, malheureusement, il a peut-être pas eu le temps en fait pour faire assez de films, c'est sans doute un choix d'ailleurs, je le regrette. Mais on ne fait plus trop on n'a plus trop de faiseurs à Hollywood, dans le sens noble du terme, et je pense pas finalement que Tony Scott en faisait partie, mais regardez Richard Fleischer aussi, on pouvait dégager certaines thématiques dans pas mal de ses films, mais il y avait quand même d'autres où il était vraiment là pour faire le job, et il le faisait extrêmement bien, comme Wolfgang Petersen. Donc c'est vraiment une race qui s'éteint doucement, sans crier. Et je trouve que ça nuit fortement au cinéma et puis à la télé. Rob Bowman, il a un sens inné du cadre. Certains de ses plans d'ailleurs peuvent s'apparenter à des tableaux, et on va le voir dans cette petite chronique en fait que c'est absolument saisissant à plusieurs endroits. Du coup, comparer les deux épisodes, ça met en évidence un espèce de gouffre, même si on va pas non plus cracher sur le travail de R.W. Goodwin, que j'ai déjà salué pour l'épisode Anasazi, et franchement, Les Chemins de la Bénédiction est du même acabit, du même niveau. Je regrette juste que le vieil Amérindien joué par Red Crow Westerman a un rôle beaucoup plus court que dans mes souvenirs. Je trouve les scènes oniriques, tandis qu'il soigne Mulder, très justes et touchantes. J'aurais vraiment apprécié que l'épisode s'étende un peu plus sur ce côté pause réflexive, voire contemplative. D'autant que j'aime beaucoup l'écriture de la voix off. Alors c'est souvent décrié la voix off, mais quand c'est bien fait, c'est absolument fabuleux. Par exemple, on peut pas se passer de la voix off pour ce petit bijou de Billy Wilder qui est Sunset Boulevard, que j'ai découvert récemment. Là aussi, c'était un classique du cinéma qui était souvent cité dans pas mal de bouquins, et en fait, quand vous voyez le film dans son intégralité, vous comprenez à quel point c'est extrêmement frais et audacieux d'utiliser une voix off. J'ai lu sur Wikipédia, alors je suis désolé, si je cite Wikipédia, c'est pas une source très noble et toujours très fiable, mais bon, c'est un bon élément en tout cas pour commencer une investigation, que Chris Carter avait perdu un proche quand il avait commencé à écrire ses triptyques, et qu'il souhaitait voir Mulder réagir à la mort de son père, Carter, qui a été
informé en fait par les Navarros que l'épisode Anasazi comportait quelques erreurs factuelles sur leur tradition. Donc il a pu assister à des rituels Navarros pour s'assurer de l'exactitude des faits rapportés. Alors je sais pas si c'est l'âge, hein, mais je suis de plus en plus sensible au sujet de la façon dont les disparus hantent les vivants, et du coup il continue à nous parler d'une certaine façon. C'est quelque chose qui m'avait frappé dans la série Dexter, quand on a suffisamment fréquenté quelqu'un, quand on a partagé des moments avec lui et qu'il vous marque, il est en vous. C'est vraiment un sentiment extrêmement puissant, extrêmement fort. Alors dans X-Files, on ne traite pas cela de façon aussi pragmatique, voire clinique, j'ai envie de dire, que dans la série Dexter. Je dis par là que Dexter n'a pas une approche aussi onirique que l'épisode Les Chemins de la Bénédiction, qui m'a rappelé un petit peu La Nuit du Chasseur. Donc dans le film de Lockton, on fait pas parler les morts, mais il y avait aussi en médaillon ces visages bienveillants sur impression sur une espèce de voûte céleste. Ça peut paraître un petit peu kitsch, et honnêtement on peut le frôler, mais quand ça fonctionne, et là je trouve que ça fonctionne malgré tout, ben ça donne un côté assez puissant. Donc La Nuit du Chasseur, finalement dans cette chronique on va parler de beaucoup de grands classiques américains qui ont vraiment hanté leur inconscient, et bon, ce sont des histoires universelles que vous pouvez absolument voir. La Nuit du Chasseur, il est trouvable à un prix extrêmement intéressant chez Le Chat qui Fume. Il dit de la merde, c'est chez Whiteside. La Nuit du Chasseur, c'est un film que j'avais moyennement aimé la première fois que je l'ai vu, et plus je le revois, plus en fait je le trouve absolument incroyable. Ce film, c'est le seul film de son acteur Charles Lockton. Donc et puis en plus c'est un nom qui revient souvent, que vous avez des petits malins sur Twitter qui dit ouais alors quel est le réalisateur dont tous ces films sont des bangers. Alors il y a toujours un petit connard qui dit ouais ben Charles Lockton. Donc pour revenir en fait à ces séquences oniriques dans lesquelles on va faire revenir les morts, le fait qu'on retrouve ce bon vieux Jerry Hardin, hein, qui fait Gorge Profonde, il a une attitude paternelle envers Mulder, donc on trouve une émotion en fait, hein, dont la série nous distille régulièrement finalement, et qui est assez juste, assez touchante, d'autant plus que évidemment la relation entre Mulder et son vrai père est compliquée. Et encore, quand je dis vrai père, si vous avez déjà suivi la série, vous savez qu'en fait c'est assez c'est plus complexe que ça. Cet épisode donc développe la guérison de Mulder, hein, via cette espèce de chant traditionnel Navarro, donc qui est tiré d'authentiques rituels auxquels Carter donc a pu assister. Donc je l'ai déjà dit, sous insistance pour l'exactitude des faits, ce qui est un très grand honneur, même s'il dira qu'il s'est quand même fait mal au cul à rester assis comme ça pendant 8 heures. J'espère qu'il l'a pas fait à l'américaine, hein, c'est-à-dire vous savez la méthode californienne qui consiste à mâcher du chewing-gum bruyamment. Après tout, c'est un surfeur, et un surfeur, ça mâche du chewing-gum en levant le pouce dès qu'il trouve un truc cool. Voilà, c'est un peu cliché, mais je peux vous assurer que c'est un truc que j'ai pu vérifier plusieurs fois. Bref, dans cet épisode, on a quelque chose qui finalement apparaît régulièrement dans le cinéma américain, hein, quand le héros grièvement blessé se retape auprès d'un vieux sage. Il est en transe, ça dure plusieurs jours. Pour une sorte de résurrection, il en ressort plus fort et meilleur. Comme je dis toujours à ma femme, une Bob Peep et au lit. Alors évidemment, on pense à ce très grand classique du cinéma américain qu'est... Terminé de et avec, d'après un scénario de Steven Seagal, qui là aussi se refait une santé. Alors c'est un film auquel j'avais beaucoup pensé en regardant aussi Les Simpsons, le film dans lequel Homer est soigné par une vieille sorcière en Alaska, avec pareil des visions, des séquences oniriques désopilantes. Quoique terminé dans le genre désopilant, il se pose là. Vraiment, ce film il est extrêmement drôle. D'ailleurs, si un jour je le vois d'occasion dans un vieux boîtier DVD Warner, je le prends. J'ai la collectionnite un petit peu bizarre. Homer Simpson, do you know why you are here? Because my family cares more about other people than they do about me. Drink this liquid. More, please.
En dehors de ça, j'ai déjà évoqué le côté organisation pyramidale hein, de la bureaucratie qui atteindra son paroxysme dans l'épisode suivant, réalisé par Bowman, qui arrive à donner une belle gueule en fait à des séquences où le consortium complote, plan fumé, lumière qui passe par des persiennes, on met le paquet. J'ai déjà évoqué aussi dans ma vidéo sur Howard et Lovecraft dans la playlist littéraire, le film de Peter Hyams, La nuit des juges, pardon, qui avait aussi des séquences d'un consortium de juges qui complotent. Et visuellement, c'est extrêmement proche. Peter Hyams, c'est son propre chef-op. Il a un style qui aurait été absolument nickel pour la série. Par ailleurs, on peut considérer Relic comme un loner d'X-Files. Hein, la boucle est bouclée. Je retourne sur mes pattes. Donc, on complexie l'histoire qui reste très compréhensible. Hein, c'est juste qu'il y a des tas d'embranchements avec de multiples personnages qui finissent par se connecter au sein d'une même grande intrigue. Alors, je suis d'ores et déjà rassuré que l'âge de la série a certes impacté certains aspects. Si aujourd'hui, franchement, je trouve que la colonisation alien, bon maintenant on s'en tamponne un peu, en tout cas il y a plus grave aujourd'hui, mais ce côté complotiste, l'individu écrasé par une hiérarchie qui ne se mouille pas, les dialogues fallacieux, l'hypocrisie, qui est une dot du monde du travail, eh bien ça permet de garder une modernité, j'ai envie de dire ad vitam aeternam, parce que X-Files au fond c'est quoi? Ben, tout simplement des individus qui se battent pour des choses qui les dépassent contre des gens qui sont au-dessus d'eux dans l'échelle sociale. X-Files, c'est la bataille du prolétaire qui se bat pour le service public, qui est sans cesse ruiné par les institutions aux ordres des intérêts privés. Donc, en gros, X-Files, c'est du Zola, quoi. Hein, bon, allez voter. Les personnages sont vraiment intéressants. Dans plusieurs podcasts, j'entends souvent des commentaires négatifs sur Krycek. Alors, je ne partage pas leur avis. C'est un personnage que je trouve, certes, un peu complexe, mais finalement aussi intéressant. C'est un tueur au visage avenant. Il a une gueule d'ange, en fait. Hein, et pourtant, il se comporte comme un sociopathe. Il devient encombrant pour l'organisation qui ne le couvre plus après la bourde d'un contrat mal rempli, hein, parce qu'il abat la sœur de Scully et non pas cette dernière. Il sera donc aussi bien pourchassé par les siens que par ceux à qui il a fait du mal. Donc voilà, c'est assez atypique comme profil. Carter parvient à lier la mythologie avec la grande histoire, ainsi l'idée que les membres originels de la conspiration ont fait venir des criminels nazis pour qu'ils continuent leur expérience génétique et originale, est choquante. On n'est pas dans le délire non plus des nazis hein, qui veulent ouvrir la porte des enfers, hein. C'est pas Indiana Jones, c'est pas Hellboy ou Wolfenstein. Il y a là une approche plus journalistique hein, de la part de Carter, donc évidemment il a un parcours journalistique, je l'avais dit dans le prologue avant d'entamer la saison 1. Donc c'est cette rigueur de la documentation amène, je trouve, une certaine modernité encore à la série. Le dessin des visites extraterrestres est très clair, hein, ça prépare une colonisation future, oserais-je dire un grand remplacement. Aussi, ce consortium va tenter de trouver un juste équilibre entre preuve d'allégeance envers les colonisateurs, que chacun des membres offre un membre de sa famille, évidemment pas des moindres, et récompense des colons, c'est-à-dire que le fœtus extraterrestre est ainsi un cadeau offert avec une technique d'hybridation de l'ADN pour permettre de survivre à cette colonisation. Deux personnes issues du consortium vont s'opposer à ce pacte. Donc vous avez Bill Mulder, hein, qui est le père de Fox, et celui qu'on surnomme l'homme aux mains bien manicurées, incarné par John Neville, qui était autrefois le baron de Munchausen de Terry Gilliam. Ces deux-là donc prennent la résistance avant de se résigner. C'est ça aussi qui est intéressant, ce sont des personnages blessés, résignés, et franchement l'acteur Peter Donat le montre très bien, hein. Il a vraiment un physique qui transpire la résignation et l'alcool. Victor Klemper, le savant nazi, a pu éviter la condamnation au procès de Nuremberg en œuvrant pour le consortium et les aliens. Il est ainsi à la base de cette pseudo-campagne de vaccination qui est en fait un moyen pour recueillir l'ADN des Américains, traquer les meilleurs patrimoines génétiques pour servir aux essais d'hybridation et recherche pour lutter contre l'huile noire, donc ce fameux poison censé permettre la fin de l'espèce humaine.
comme on peut le constater, la mythologie se complexifie, mais elle nous marque inconsciemment et facilement, parce que chaque membre du consortium a des caractéristiques physiques qui nous évitent d'avoir à retenir les noms. Donc on a ce qu'on appelle l'homme aux mains bien manicuré. D'ailleurs, je crois qu'on l'entend pas dans l'épisode, cette expression. L'homme à la cigarette, et puis il y en a un qui tire sur un énorme barreau de chaise. Vous en avez un autre, on dirait qu'il est issu d'un film de la mafia. Il a une petite voix qui dénote avec son physique imposant, et il s'enfile des expressos. Donc on a des archétypes, mais des archétypes qui marquent, donc quand c'est bien utilisé, franchement c'est très bien. Ce triptyque est en fait truffé de détails visuels qui le rendent inoubliable, donc de par son casting. Évidemment, la société minière où les données ADN sont stockées dans un souterrain n'est pas la moindre. Dans le futur, évidemment, les choses vont être un peu plus compliquées avec les explications sur les agissements de l'alien chasseur de primes, donc celui qu'on appelle le Bounty Hunter, qui a la dégaine façon Terminator, engagé par le consortium pour détruire les hybrides qui ont décidé de coloniser la Terre, à la place des aliens pure souche, même si on sauve des super concepts, comme le personnage de Jeremiah Smith, mais on y reviendra en temps voulu. Moment fort, donc ils sont encore légion, j'avoue que j'ai encore été très surpris par la tentative d'exécution de Krycek, dans une séquence où le malaise s'installe via un dialogue anodin, puis on a un travelling avec la caméra en ras du bitume, façon Mad Max, avec une grosse explosion, donc c'est vraiment digne d'un gros film. La révélation de la mère de Mulder sur le choix de quel enfant devait être enlevé est aussi sidérante, même si j'ai du mal à avaler que Mulder la réveille en pleine nuit pour lui poser cette question qui aurait pu être faite depuis des années. Et puis aussi on a du mal à accepter cette fameuse photo qui traîne dans la cave avec son père, l'homme aux mains bien manicuré, gorge profonde, parce que bon, le montage est assez grossier, elle fait franchement fake, on a rajeuni artificiellement les acteurs et pour plaquer leur tronche retouchée sur des silhouettes. Alors je pense qu'à l'époque ça pouvait peut-être faire illusion, mais là franchement le côté bidon nous saute à la tronche. Après ça me rappelle une photo tout aussi douteuse qu'on voit dans un autre film parano et qui est un petit peu oublié, un film français qui m'avait marqué à l'époque. C'était Comme Icare de Henri Verneuil avec Yves Montand qui dedans a la coupe de Lionel Jospin. Il enquête sur un meurtre qui ressemble à l'assassinat de JFK. Il avait comme élément de preuve une photo tout aussi grossièrement truquée. Bon, faut savoir parfois avaler des couleuvres. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt content de cette chronique. On a cité Hellboy, on a cité Billy Wilder, Steven Seagal, Yves Montand, Mad Max et Zola. Donc bon, on étale ça un petit peu comme de la confiture, mais bon, regardez ce bureau, faut pas s'étonner que j'ai le crâne rempli de conneries. Bon, allez, bisous, passez une bonne journée et allez voter, ciao.